Oula, 16e siècle. Classique et 18e. 1978. Alors, dans le vin, la 5e, et à Grand Puy, entre 2 et 3. Entre les deux. Les Beatles. Non, parce qu'on est un vin quand même qui est très anglo-saxon. Et du coup, je trouvais que les Beatles, ça marchait bien. Tintin. Parce que le côté aventurier, nos vins sont distribués dans le monde entier. Tintin est allé découvrir le monde et nos vins le découvrent aussi. Joker. Comment dire, oui, parce qu'on a la chance d'y être. Et en général, grâce aux primeurs, on sait que nos vins, a priori, sont cotés un peu plus haut que le 5e rang qu'on a aujourd'hui. Le terroir de Grand Puy-Lacoste, c'est des grosses graves profondes sur un relief très vallonné sur des croupes. En fait, ça nous arrange parce que comme on a une grosse proportion de Cabernet Sauvignon, ça nous permet d'avoir des Cabernets beaucoup plus mûrs et du coup des vins faciles à boire plus dans leur jeunesse. Pour l'instant, ça va. On attend avec impatience le 2022 qui sera probablement le meilleur exemple de ce qu'est la sécheresse et la chaleur pour voir ce que va donner l'avenir. Grand Puy n'a jamais été à la mode. Non, on s'intéresse à tous ces sujets. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Après, on a planté plein de choses, plein de haies, des noisetiers, choses comme ça, mais pas dans les vignes. Alors, c'est des vins élégants, puissants et de garde. Lequel des trois, c'est dur, parce que j'aurais mis les trois, mais sinon élégant. Apparemment, j'ai entendu cette histoire depuis que je suis petite. L'ancien propriétaire, qui s'appelait Raymond Dupin, était quelqu'un qui était très épicurien et un monsieur célibataire, sans enfant, mais a priori qui aimait beaucoup les femmes. Et l'histoire veut qu'il faisait des repas assez pantagruéliques et qu'en général, il mettait la plus belle femme à côté de lui à table, à sa droite. Et à la fin du déjeuner, il lui mettait sa serviette autour des yeux pour pas qu'elle... Et elle l'amenait dans la cave et il la faisait choisir, soi-disant au hasard, souvent une bouteille d'un liquoreux bien connu de la région de Sauternes. Je suis arrivée pour les primeurs 2009, donc le premier c'est 2010. Le vrai premier, c'est celui de ma naissance, qui est plutôt un millésime sympa, 1982. J'espère que ça sera dans très très longtemps ce dernier repas, mais si ça continue à vieillir comme ça, les 1945 sont impressionnants. Alors j'aimerais bien que ça soit un vin de semaine pour tous les gens, ça serait super. Après, c'est peut-être plus un vin de week-end. Non, jamais, le vin, ça se partage. Oula, bah ça dépend. Ça peut marcher avec tout, mais c'est vrai qu'une bonne côte de bœuf grillée sur les sarments, c'est quand même vraiment très sympa. Eh bien, une poêlée de cèpe. J'ai choisi du Château Grand Puy-Lacoste 2017. Pourquoi? Parce que c'est un millésime qui est un petit peu oublié, étant donné qu'il est arrivé après 2015-2016, qui sont deux très grands millésimes à Bordeaux. Et moi, c'est vraiment un millésime que j'apprécie, parce que justement, il a ce côté un peu caché et probablement avec beaucoup d'arômes, tout en élégance, tout en finesse, tout en ayant quand même une belle structure et des beaux arômes de fruits, un peu de cassis, qui est quand même souvent la signature de Grand Puy. C'est une vieille maison bourgeoise qui date du 19e siècle, mais elle a été totalement restylisée par l'intervention et par l'arrivée de la famille Lorenzetti. Verre et acier. Comme je suis un grand macho, je dirais plutôt masculin, et puis un Pauillac, c'est plutôt masculin. Oh, ça c'est une question piège. J'en serais plutôt à un groupe, Supertramp. Parce que d'abord, c'est le seul groupe que j'ai reçu dans ma vie et que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ça fait pas très jeune, je le reconnais, mais enfin bon. Eh bien, Spiderman. Il est plus un classement historique qu'un véritable classement reflétant la qualité intrinsèque des vins. On le voit bien, certains 5e crus se vendent à des prix bien supérieurs à leur classement. Je dirais le marché refait le classement tous les ans. On est déjà très heureux de faire partie du classement 1855. Je dirais que c'est un cru qui pourrait prendre au moins 2 échelons. Je pense que l'impact réel du dérèglement climatique est plus lié à la période
de maturité optimum des raisins. Les dates de vendange n'ont pas tellement évolué depuis 20 ans. Par contre, la date de floraison est en avance d'une quinzaine de jours. Exceptionnel. C'est un peu compliqué de définir tous les types de sols parce que c'est une propriété qui est extrêmement morcelée. Donc on a tout type de sol à peu près, ce qui nous permet d'avoir une certaine diversité et de pouvoir tirer notre épingle du jeu en fonction des millésimes. Puissance, équilibre et élégance. Et il y en a deux en balance, donc suis-je obligé de choisir? Alors je suis obligé de choisir, je dirais puissance ou modernité. J'ai commencé à travailler avec Jackie Lorenzetti en 2010. Tu veux dire le jour où je vais décéder, la veille de mon décès? Je ne sais pas, le 2035 ou le 2040. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un millésime à Pédesclos qui se goûte remarquablement bien. Il a une précision et il est extrêmement agréable à boire. Le 2017, aujourd'hui, est un excellent millésime à déguster. C'est un vin de toute la semaine, week-end compris. Non, jamais. Un vin, c'est fait pour être partagé, donc plus on est de fous, plus on rit. Alors aujourd'hui, c'est 2014 parce que c'est le millésime du renouveau de Pédesclos avec l'arrivée de Jean-Michel Wilmotte, la fin des travaux, un nouveau chai ultra moderne à la pointe de la technologie. C'est important de pouvoir démarrer avec ce millésime qui symbolise une nouvelle ère pour Pédesclos. Délicieux du reste. Ah, c'était un vin féminin. D'abord, je suis une femme. Cette propriété était gérée par ma mère, donc ça a fait partie des vins féminins de Pauillac. Ça serait pas Barotti, parce qu'il chante de façon exceptionnelle, tout est facile, tout est fluide. On a l'impression qu'il parle quand il chante, ça fait partie de sa peau. Je vais dire plutôt un Audrey Hepburn, donc c'est pas vraiment un super héros, mais c'est quand même une super héros. Elle est lumineuse, elle est pétillante. L'ambiguïté d'Aubage, c'est qu'on a à la fois ces graves très profondes qui donnent l'élégance, qui donnent la profondeur des cabernets, et puis ce calcaire éclatant, étincelant, qui donne cette espèce de fruité sur les merlots et sur les cabernets aussi. Alors l'agroforesterie, c'est une excellente chose que ça soit à la mode. C'est une excellente alternative pour casser la monoculture, pour recréer de la biodiversité, pour recréer justement de l'évapotranspiration et recréer une certaine humidité. C'est l'outil aujourd'hui contre le réchauffement climatique. C'est pas les panneaux solaires, c'est pas les voitures hybrides, c'est plantons des arbres et recaptons le carbone de l'air vers les sols. La biodynamie, contrairement au bio, doit travailler avec son sol, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un sol vivant. Parce qu'on a le droit de n'apporter que des choses totalement naturelles, telles que des composts, du fumier. Donc regagner la vie du sol, donc le côté vivant, la vigne devient beaucoup plus saine, en bien meilleure forme, beaucoup plus résiliente. Et les vins, les raisins sont beaucoup plus aboutis. Les tanins gagnent énormément en qualité, énormément en finesse, en définition. Et le vin est absolument lumineux. Je dirais que le changement climatique aujourd'hui n'est pas un problème pour Aubage libéral. D'abord parce que la plupart des merlots ont été arrachés et dans les graves et dans les beaux calcaires ne sont plantés que des cabernets. Le cabernet ne souffre pas du réchauffement climatique pour l'instant. Mais nous, sur les terroirs que nous avons, avec les options que nous avons choisies, ce n'est pas une inquiétude. Le documentaire, c'est Kiss the Ground, où l'agriculture est génératrice, c'est sur Netflix, qui explique tout sur le... Alors ça ne parle pas de la vigne, mais ça parle de l'agriculture en général, et ça répond à énormément de préoccupations. Il faudrait que tout le monde le voie, il faudrait que ça soit dans toutes les éducations en fait, autour de l'agriculture. Puissance, équilibre, longueur. Équilibre. En tant que propriétaire, c'est le millésime 2000. Le 2004, parce que c'est l'année de naissance de ma fille. J'ai 3 enfants, mais je n'ai qu'une fille. Et c'est une très belle année qui a été généreuse. On a fait beaucoup de rendements, on a fait des qualités magnifiques. Un millésime un peu oublié, mais qui est absolument fascinant.
Alors j'ai apporté le 2019, d'abord parce que ce millésime est magnifique, on commence à le voir. Et en plus c'était ma première année, je dirais, où on peut marquer bio sur l'étiquette. Alors The Weekend. Alors ça c'est une cuvée que je fais à Auberge Libérale. J'ai une parcelle de Haut-Médoc qui est sur elle sur des calcaires. Et aujourd'hui, depuis 2019, je fais le Cérès. Donc c'est la déesse de la terre, de la fécondité, Cérès. Et c'est une parcelle donc de 8 hectares qu'on conduit en agroécologie, en agroforesterie, en biodynamie. Nous avons planté 100 arbres par hectare sur cette parcelle pour pouvoir justement la reconduire complètement comme étaient les parcelles de vignes autrefois, avec de la polyculture. Alors, Auberge, on peut l'associer avec beaucoup de choses. Une des choses avec lesquelles il va admirablement, c'est la truffe, et surtout la truffe blanche, parce qu'on a beaucoup d'arômes de truffe sur le Auberge. Mais évidemment, vous pouvez l'utiliser, le boire sur tout un tas d'autres choses. Alors le château du Harmillon est très ancien, par contre il a été racheté en 1962 par la famille Rothschild, qui était déjà propriétaire à Pauillac du château Lafite Rothschild. Simple et élégante. Plutôt masculin, je dirais. Je partirais plutôt sur une chanteuse, Amy Winehouse, on va dire, pour le côté profond, puissant et à la fois élégant. Corto Maltese pour le côté séducteur et aventurier. Si, justement, le sieur du Har était un corsaire, et c'est vrai que c'est une histoire assez amusante compte tenu des vins qu'on produit aujourd'hui qui sont assez aventureux, on va dire. Le château, je pense, est à la bonne place. Il faut savoir que c'est le seul 4e cru classé de Pauillac, et il en a toutes les qualités. Ni l'un ni l'autre, je prends le train. Eh oui, j'habite Bordeaux, et donc du coup je prends le train tous les matins et je traverse cette belle région médocaine. On vient de passer notre première année de certification pour la conversion à l'agriculture biologique. Et ensuite, c'est quelque chose qui est ancré sur la propriété depuis plusieurs décennies, où on a un grand respect pour l'environnement d'une manière générale. À la mode, je pense pas qu'on se targue d'être à la mode. Par contre, comme je dis souvent, on a toujours une essence forte dans le groupe, notamment à travers le marais de Lafite, qui est un marais, il faut savoir qu'il y a autant de marais et de bois que de vignes chez nous. Donc c'est quelque chose qui est un peu inscrit dans notre ADN sur Pauillac, on va dire. Le terroir que l'on a aujourd'hui, comme je disais, est situé entre deux espaces de mer, on va dire, entre l'océan et l'estuaire, ce qui fait qu'on a un climat assez privilégié qui évite d'avoir trop d'extrêmes en hiver et trop d'extrêmes aussi en été. D'un côté culture, c'est pas à sens unique, on peut avoir des saisons de plus en plus humides ou de plus en plus sèches. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons des cabernets de plus en plus mûrs et du coup, on arrive à une maturité optimum, on va dire, sur tous nos cabernets une dizaine d'années. Élégance, profondeur, longévité. La longévité, son potentiel de garde. Chacune des barriques qui est faite à du Harmillon sont faites par un seul tonnelier qui travaille sur la propriété avec une vraie chauffe du Harmillon spécifique au vin. Mon premier millésime, ça aurait été 2017. Je dirais 2018, justement. Alors j'ai choisi le 2018 parce que c'est mon deuxième millésime au château du Harmillon et c'est un des millésimes qui a le plus de potentiel de garde, on va dire. Et à la fois, il est déjà aujourd'hui très plaisant à boire. Et aussi parce que 2018 correspond à l'anniversaire des 150 ans du rachat du château Lafite Rothschild par la famille Rothschild qui détient aussi du coup le château du Harmillon. C'est plutôt un vin de week-end pour de grandes occasions. Accompagné. Une bonne entrecôte. Question piège. Classique, mais en renaissance. Ça fait 200 ans que le château Grand Puy Ducasse et ses installations sur les quais de Pauillac. Et on a quitté les lieux il y a maintenant 2 ans
pour se lancer dans un grand chantier au nom de code Renaissance. Et nous reviendrons sur place en 2023 pour vinifier dans un chai flambant neuf qui nous permettra de tirer la quintessence de nos terroirs. Et oui, on est le seul Pauillac vinifié dans le centre-ville de Pauillac. Il est non genré. Si c'était un chanteur, Grand Puy du Casse 2012 à 10 ans, donc je dirais Alain Souchon. Le personnage de BD, c'est compliqué, mais un personnage de roman ou un personnage connu, le Figaro de Beaumarchais. Pour hier, peut-être. Pour demain, je ne pense pas. Ah, ça, c'est pas à moi de le dire. Je passe par l'estuaire. En voiture, malheureusement. C'est un terroir dispersé. Le terroir le plus représentatif de la diversité des types de sols de l'appellation Pauillac. On peut dire en 2 mots, le plus Pauillac des Pauillacs. À ce jour, des cabernets plus mûrs et plus pleins. Comme Figaro, sentimental, vif et élégant. Impertinent. Il n'est pas dans les 3. C'est pas grave, je le garde quand même. Sentimental. Un secret. Il y a une cave sous la cuisine du château. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisqu'elle a été vidée pour les travaux, mais on y trouvera la collection des vins de la cave privée du château. 2010. 82. Les 2, mon capitaine. Jamais. Un bel agneau cuit longtemps à basse température. Des légumes d'automne rôtis au four. Parce qu'on est en 2022 et donc c'est un vin qui commence à atteindre son apogée en termes de dégustation. Alors le dernier millésime avec cette étiquette, c'est 2019, puisqu'en 2020, on fêtait la 200e vendange sur les quais de Pauillac. Et à cette occasion, on a changé d'habillage. Et le château Grand Puy du Casse se part de nouveaux habits dominés par une teinte bronze qu'on retrouvera aussi dans le projet architectural Renaissance. Le château date de 1855, il a été terminé cette année-là et en fait il a été créé au moment de la séparation du domaine originel de Pichon. Élégant et un peu baroque. Lors de la séparation, les sœurs qui ont hérité d'une partie du domaine ont créé leur château avant les barons, donc avant les hommes. Et donc les hommes après ont érigé un château un peu plus grand, un peu plus flamboyant pour avoir le dessus, on va dire. Plutôt masculin. Plutôt un ténor puissant comme Pavarotti, avec la précision, l'élégance, mais aussi une stature, quelque chose qui impose un peu. Peut-être l'Argo Winch, pour ce côté un peu droit, à l'aise dans toutes les situations, avec cette élégance naturelle. Le terroir, c'est un terroir de grave, drainant, chaud, qui est sur un sous-sol calcaire et argileux en fonction des parcelles. Cabernet. Plutôt Griffon. Ce sont 2 assemblages issus de terroirs différents. Les tourelles sont plutôt sur une base de cépage merlot, à peu près les 2/3, tandis que les Griffons ont un style plus ressemblant au château Pichon-Baron, avec une majorité de Cabernet Sauvignon dans l'assemblage. Pauillac, c'est la puissance, la fraîcheur, l'équilibre. Plutôt l'équilibre. Peut-être pas très politiquement correct, mais on peut dire que le réchauffement climatique a contribué à produire de plus en plus de très grands vins à Pichon, notamment d'amener le Cabernet Sauvignon, qui est le cépage principal de ce terroir et de ce château, à une maturité parfaite beaucoup plus souvent que dans le passé.
Non, on est toujours très optimiste dans le vin. On est obligé dans l'agriculture d'avoir toujours une bonne dose d'optimisme. Donc pour l'instant, on essaye de se préparer à ce futur, mais donc on reste optimiste. On est presque à la mode. On a déjà commencé bien sûr cette réflexion. On a pas mal de zones boisées sur l'emprise du domaine et on a replanté des haies paysagères. On a un projet de réfection de la Jalle qui nous sépare de Saint-Julien et qui est important. Il y a plusieurs choses en cours. 2022, 1959. Les grands vins, ça dépend du moment, mais ça peut être dégusté tout le temps. Il ne faut pas d'occasion spéciale. Non, je trouve que c'est mieux quand on peut partager ce plaisir à plusieurs. Alors on a forcément avec Pauillac des accords classiques sur la côte de bœuf, sur l'agneau, mais aussi je trouve qu'on peut tout à fait aller sur des plats plus élaborés quand le vin a vieilli. Et on a des accords avec des garnitures forestières, le pigeon, des volailles, le canard aussi. Il faut quand même des mets qui ont du caractère puisqu'on a un vin de caractère. Des légumes racines. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le millésime 2012 parce que depuis le début et de ses premières dégustations en cuve, on a un fruit vraiment très pur, éclatant et beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, ça amène une dimension flatteuse à la structure classique de Pauillac.